Le réveil des idées. Bonjour Monsieur Le Petit. Bonjour. Merci. Bonjour Pascal. Très heureux que vous me receviez parce que je tenais à vous dire que je suis très admiratif du travail que vous faites. Voilà, Merci. de vrai journalisme courageux. Voilà. On fait, comme on le disait il y a un instant, c'est vrai qu'on fait tout notre possible pour être sur le terrain, surtout toi Jordan. C'est vrai que les gens s'en rendent compte, tu es très régulièrement sur le terrain, mais on va pouvoir continuer de discuter là-dessus, hein, parce que vous avez participé également à cette série, donc La France d'après. On va commencer tout de suite avec un léger aperçu de cet épisode, c'est maintenant. Vous assumez tout sur votre site ? Certains liens qui ont été documentés, qui ont été exhumés par Florence Bergeau-Blackler et Marion Maréchal, vous les assumez aussi ces liens ? Je ne sais pas, il faut que je les voie ces liens. Est-ce que vous comprenez que vous avez répondu qu'il y avait une forme de djihad judiciaire ? C'est ce qui vous a été reproché. Je ne connais pas ce vocable. Dans le rapport sur les frères musulmans, il est question de la victimisation de ses partisans et de cette façon particulière de se cacher derrière un juridisme à outrance avec un argument clé, l'islamophobie. Bah non, on porte plainte parce qu'il y a des diffamations, c'est tout. Si vous voulez savoir pourquoi, venez. Il va falloir les justifier, ces diffamations, monsieur. Je ne parle pas avec vous, monsieur. Peut-être justement Moi, je ne veux pas parler avec vous. Le journalisme, c'est pas d'avoir une idéologie. Moi, je viens enquêter, je vais vous poser des questions. Vous n'êtes pas un enquêteur, vous êtes un accusateur. Donc en fait, vous confirmez ce qu'on dit, c'est-à-dire que vos méthodes, c'est la poursuite. Je ne vous réponds pas, monsieur. J'avais toujours l'intention vraiment de vous voir. Mais ne portez pas plainte contre moi, on pourra discuter. Ah non, bah ça, c'est pas moi. Hein. Parce que je m'attends à la troisième. Vous êtes attaqué à une institution. Donc, comme vous pouvez le voir, l'extrait de cet épisode, vous pouvez retrouver l'épisode intégralement sur Frontières Plus. Il suffit d'être abonné à Frontières Plus. L'abonnement numérique, je le rappelle, est au prix de 69,99 € par an au lieu de 99,99 € en ce moment. Donc, faut pas hésiter à en profiter. Jordan, est-ce qu'on peut rebondir sur cet extrait ? Oui, d'abord pour les auditeurs qui ont peut-être pas forcément vu l'épisode ou qui n'ont pas suivi cette affaire qui remonte à 1992 en fait, quand on remonte aux origines, puisque l'IESH, Institut Européen des Sciences Humaines, a été implanté à Château-Chinon sous la bénédiction de François Mitterrand, leader socialiste à l'époque sur ces terres en 1992. Et en fait, c'est surtout, on va dire, depuis quelques années, et notamment avec la venue de Marion Maréchal l'année dernière, que cet institut a explosé en notoriété parce que on a affiché son fréisme. Alors, une simple question peut-être pour nos auditeurs. Pascal, c'est quoi l'IESH ? L'IESH, comme son nom ne l'indique pas, est l'Institut Européen des Sciences Humaines. Voilà. Mais en fait, sur le panneau écrit en arabe, les gens qui lisent l'arabe m'ont expliqué que c'était l'Institut Européen des Sciences Islamistes. Voilà, ce qui est beaucoup plus vrai. Et surtout, c'est, je dirais, le centre névralgique, la maison mère des différentes IESH, c'est-à-dire un réseau qu'on trouve un peu partout en Europe, en Allemagne, en Angleterre, en Finlande. Il y en a un deuxième en France, à Saint-Denis. Voilà, c'est une nébuleuse et c'est en fait des écoles c'est l'école des frères musulmans, c'est l'école qui forme les cadres fréristes. Autrement dit, les gens qui sortent de l'IESH vont œuvrer à la façon des frères musulmans ailleurs, que ce soit dans des mosquées ou que ce soit comme aumôniers, par exemple, dans des prisons. Sous couvert d'enseigner simplement l'arabe et le Coran, mais en réalité, il y a des liens qui ont été avérés. Alors eux, ils s'en cachent de ce frérisme, mais dans cet épisode, on voit Marion Maréchal qui rappelle plusieurs preuves. Enfin, et vous aviez écrit un rapport d'ailleurs il y a quelques années. Comment on peut affirmer que c'est un institut frériste ? Bah, écoutez, tout est sourcé. Il suffit de chercher un petit peu. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque en 2022. Donc, à l'époque, j'étais cadre à Debout la France. Et j'avais écrit une note pour le mouvement Debout la France, parce que j'étais responsable de la Nièvre. Hein. Et donc, en cherchant un petit peu, on trouve plein de sources fiables, que ce soit chez Causeur, dans le Journal du Centre, Atlantico. Je reviendrai sur Atlantico parce que c'est très important, puisque à l'époque, il y avait le président LR du groupe LR au Sénat qui avait dénoncé l'IESH sur Atlantico. Il s'appelait Bruno Retailleau. Voilà. Il y a aussi Valeurs Actuelles, évidemment, des questions qu'on trouve, des questions posées aux députés à l'Assemblée nationale. Voilà. Ouais. Donc il y a plein de choses, il y a plein de sources concordantes. Et après, quand on cherche un petit peu, moi c'est la note que j'avais écrite en définitive. Hein, j'avais fait une synthèse. Peut-être que ça n'existait pas tout à fait, donc ça n'a pas plu à l'IESH, mais j'ai fait une synthèse qui partait de la création de l'IESH, donc les personnes qui l'avaient créé, notamment je pense à Youssef Al-Qaradawi par exemple.
Et puis ensuite, Pour rappel, qu'il y a un prédicateur islamiste sulfureux, quoi, c'est qui, ça. proche de certains qui appellent à tuer des juifs, des homosexuels, enfin ce type de Ah propos. ben, il l'a carrément fait lui-même. Ouais. Il a appelé à tuer les juifs et à tuer les homosexuels. Voilà, c'est ça, et les mécréants. Et c'est il quelqu'un- remettait le diplôme à la première promotion d'élèves C'est de ça. l'Institut. Et c'est quelqu'un qui a été déchu de sa nationalité égyptienne, son propre pays, puisque dans les pays arabo-musulmans, les frères musulmans sont beaucoup moins appréciés que dans notre propre pays ou certains pays européens. Donc voilà, là c'est là que le bas blesse, je dirais. Donc bref, dans cette note, je revenais aussi sur le contenu pédagogique, je revenais sur pas mal de choses, les personnes un peu sulfureuses qui étaient passées par les instituts et qu'on a retrouvées en Syrie, par exemple, en train de faire le djihad. Enfin, voilà, des choses comme des ça. femmes, Inès Madani aussi, la terroriste. Exactement, qui voulait faire exploser Notre-Dame, voilà, avec des bonbonnes de gaz dans la voiture. Bon, bref, donc tous ces éléments concordants, j'en ai fait une note de synthèse, ça n'a pas plu, donc l'IUSH a porté plainte contre moi. Voilà. Oui, alors il y a aussi cette forme de, j'allais y venir, de djihad judiciaire, ce sont les termes que vous aviez employés, que Marion Maréchal avait employé. Vous êtes donc vous avez fait cette note, vous avez été poursuivi une première fois, vous êtes retourné à l'IUSH, en tout cas aux abords, et vous avez fait une interview avec Marion Maréchal lors d'une vidéo sur la campagne des élections européennes, qui vous a valu à tous les deux une mise en examen. Et là, vous disiez au doyen l'Arabi Béchéri, qu'on a vu dans cet extrait vidéo, je m'attends à la troisième. En fait, il y a cet acharnement judiciaire de l'IUSH. C'est ce que j'appelle le djihad judiciaire. Et d'ailleurs, si j'ai une deuxième plainte me concernant, c'est parce que j'ai utilisé cette formulation. Voilà. Donc cette formulation suffit aujourd'hui, quand on est en France, à avoir une plainte validée et à se retrouver convoqué devant un tribunal et mis en examen. Voilà. Pourtant, le djihad judiciaire, c'est une formule assez consacrée qu'on trouve un peu partout dans la presse. Il suffit, c'est pareil, toujours pareil, de chercher un petit peu. C'est quoi? Ça rejoint un petit peu le projet des frères musulmans qui consiste à instaurer la charia partout en France et en Europe, dans le monde d'ailleurs. Et donc, pour y arriver, ça se fait plutôt discrètement, en s'adaptant aux règles démocratiques des différents pays. Et malheureusement, quand certains les débusquent, ça se traduit par une plainte. Et ces plaintes se multiplient. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, qui sont visés dans le rapport qui vient de sortir sur les frères musulmans, on va en parler tout à l'heure, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce rapport, qui sont confirmées, et qui sont même, je dirais, on apprend certains petits détails quand même très très importants, notamment que l'IUSH pratique une forme d'incitation à la haine contre les non-musulmans. Et malgré tout, et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport à la page 47. Un rapport, donc ça vient confirmer. Voilà. C'est ça, un rapport qui s'appuie lui sur des rapports qui ont été faits par les renseignements territoriaux. Oui, donc on n'est pas dans la fantaisie, on est dans quelque chose de concret. Ouais. Voilà. Et pourtant l'IUSH, le directeur de l'IUSH et son staff, ont les moyens en France de porter plainte contre des gens comme Marion Maréchal, contre des gens comme Nicolas Dupont-Aignan, et contre moi 2 fois. Donc c'est quand même un petit peu le monde à l'envers, voilà. Oui, et d'ailleurs c'est ce qui est expliqué dans ce rapport, c'est que il y a toujours dans le frérisme aussi cette manipulation de la vérité et surtout cette technique de dissimulation, mais d'abord et avant tout la victimisation. Ouais. Donc là c'est de la victimisation, c'est-à-dire qu'en fait on le voit d'ailleurs dans cet épisode, j'invite vraiment les auditeurs à regarder dans la manière, dans la gestuelle, ces cadres, le doyen, celui qui est à côté qui nous filme tout le long pour avoir aussi des preuves. Il y a dans la gestuelle, on voit dans la façon de répondre cette taqiya. La taqiya, on rappelle, c'est l'art de la dissimulation, c'est de faire avancer un agenda coranique sous couvert de respectabilité, de présenter un islam propre et de répondre à des questions et vraiment d'avoir un aspect un peu républicain, démocrate. D'ailleurs, on présente leur école comme une école laïque et républicaine. Et il y a à côté, effectivement, cet homme qui, lui, quand on lui pose la question, parce que le sujet vient sur Samuel Paty, on lui dit mais vous faites pas de lien entre Samuel Paty et l'islamisme, et il dit non, je ne crois pas. Et le doyen ne réagit pas. Et quand je dis à cet homme, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites, il dit, je vais porter plainte contre vous. En fait, c'est des plaintes à répétition. Et là, à l'heure où on parle, judiciairement, vous en êtes où? Comment ça se passe? Vous avez été soutenu aussi, j'imagine? Alors bon, moi j'ai le soutien de Marion Maréchal, la seule personnalité politique qui s'est présentée à l'IUSH, qui a eu ce courage. Voilà, donc ça, il faut le souligner quand même, parce que elle fait partie d'une génération de trentenaires, quarantenaires, petits quarantenaires, ça commence à 25 ans peut-être, dont vous faites partie aussi.
voilà, qu'on trouve aussi sur une association qui s'appelle l'ASLA, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, voilà, qui sont des gens, moi je dirais que c'est un peu l'école Damien Rieu. Voilà, c'est lui d'ailleurs, ce lanceur d'alerte, Damien Rieu, qui est aussi à l'origine de tout ça, qui avait creusé et qui avait fait annuler d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, une conférence. Oui, je vais revenir dessus si on a le temps, mais effectivement, Damien Rieu, voilà, c'est il y a une génération en France qui est porteuse d'espoir pour nous tous. C'est des gens qui sont courageux et qui affrontent la vérité en face. Voilà. Alors sous différentes formes, on va en trouver en politique, on va en trouver chez vous dans le journalisme d'investigation sérieux, et on va en trouver aussi sur le soutien, c'est-à-dire le bouclier juridique, des lanceurs d'alerte dont je fais partie, parce qu'en fait on se rend compte que dès qu'on dit quelque chose, et souvent pas grand-chose, on se retrouve au tribunal. Ouais. Voilà. Et pourtant c'est amusant, enfin c'est amusant d'une certaine manière, hein, mais le rapport qui vient de sortir est quand même très clair. On trouve de façon écrit noir sur blanc dans ce rapport, et c'est pas moi qui le dis encore une fois, hein, que l'IESH et les frères musulmans entretiennent un lien personnel, un lien doctrinal et un lien institutionnel. Voilà. On y trouve aussi une vision de l'islam intégraliste. Oui. C'est ce qui figure dans le rapport. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'IESH, pour les frères musulmans, le politique n'aura jamais le dernier mot par rapport aux religieux. Le scientifique profane n'aura jamais le dernier mot par rapport aux religieux. Donc la charia au-dessus de tout. C'est ça. C'est la charia au-dessus de tout. Et on le voit d'ailleurs parce que pour ceux qui auraient pas vu l'épisode chez nos auditeurs, on visite cet IESH. Alors il y a le sujet de la propriété. On se rend compte qu'on arrive dans un espace, un univers qui n'est pas le nôtre, hein, puisque alors déjà tout est codifié. Il y a les dortoirs frères, les dortoirs sœurs, les hommes et les femmes sont séparés. C'est magnifique parce que c'est au plein cœur du Morvan. Ça il faut le signer aussi. C'est que on a un institut qui s'implante mais au fin fond de la Bourgogne. D'ailleurs, moi j'ai zoomé un petit peu, j'ai regardé sur leurs réseaux sociaux. Tout le monde se félicite de ce décor. Et alors quand on arrive, il y a le fait qu'ils estiment être chez eux. On le voit hein, dans l'épisode, ils nous rejettent en disant mais là vous êtes chez nous. Quand on leur pose la question, nous on vient juste voir si c'est pas un peu une forme d'islamisme qui s'implante dans la Nièvre. Le type en question qu'on voit dans le reportage nous dit si mais on assume, vous savez on est là depuis 30 ans. Donc évidemment qu'il y a un islam qui s'implante. Il nous parle d'un chemin communal alors que on voit sur les cadastres tout ça c'est un chemin public mais bon ils estiment être chez eux. Et surtout alors je perds le fil de ma pensée c'est pas grave mais et surtout ils nous reprochent d'être venus en fait et de venir leur poser des questions quoi. C'est vraiment vous n'avez pas le droit d'aller dans cet institut et voilà et il y a la construction d'une nouvelle mosquée également donc il y a quand même du financement. Il y avait le général de Gaulle qui parlait de colomber les deux églises. Là, on a Château-Chinon, les deux mosquées. Ouais, c'est ça. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, enfin, le général de Gaulle parlait de colomber qui pourrait devenir colomber les deux mosquées. Ce qu'il y a, c'est que ils s'installent dans le paysage d'une façon très facile parce qu'en définitive, ils ont affaire à une presse complaisante et à des élus compromis. Donc la presse complaisante, c'est très simple. Il y a un seul organe de presse dans la Nièvre hein, qui s'appelle le Journal du Centre. Voilà, bon. Et qui, pour vous donner un exemple précis, qui résume peut-être un petit peu tout, a écrit un article très récemment, parce qu'il y avait les journées portes ouvertes 17 et 18 mai. Voilà, donc vous aviez d'ailleurs partagé une vidéo où l'on voit une jeune femme se victimiser parce qu'on lui refuse le port du voile ailleurs et que à l'IESH elle peut porter le voile. C'est ça. Quelle surprise, évidemment, c'est un institut coranique. En fait, elle se met en dehors du système elle-même, voilà, et c'est quand même bien dommage, surtout que les diplômes à l'IESH sont pas reconnus par l'Éducation nationale, donc je trouve que c'est stupide. Après, bon voilà, donc pour en revenir à cet article, c'était un article sur les journées portes ouvertes qui était très complaisant. C'est-à-dire en fait, ça aurait pu être une plaquette publicitaire de l'IESH, tout simplement. Et cet article, figurez-vous que, et ça s'invente pas, je l'ai retrouvé sur un site iranien dans sa version française, un site islamiste iranien qui s'appelle l'ICNA, voilà, qui reprend l'article du Journal du Centre, entier, mot à mot, signé le Journal du Centre. Voilà. Donc à partir de là, quand on a une presse comme ça qui fait pas d'investigation, contrairement à vous, forcément est-ce qu'ils ont peur? Pourquoi est-ce qu'ils sont vraiment dans cette compromission quelque part? Ils ont peur? Alors moi je pense qu'ils cultivent aussi un héritage Mitterrand. C'est-à-dire qu'en fait c'est l'œuvre de Mitterrand. Et à Château-Chinon, Mitterrand ça a été quelque chose. Vrai, ouais. Voilà, il a quand même transformé une route à 2 voies en une route à 4 voies. Je sais pas si vous voyez.
plus l'IESH. Voilà, Donc un bel héritage. Un bel Très bel héritage. Voilà. Il y a autre chose que je voulais soulever dans ce rapport, puisque Florence Bergeau-Blattler l'avait exhumé, vous l'aviez fait dans votre rapport, et là c'est confirmé, donc encore une fois par le rapport déclassifié sur les frères musulmans, donc les services de renseignement, qu'il y avait des soupçons, l'IESH a été perquisitionné en décembre pour des soupçons de financement étranger, et dans le rapport il est état de financement notamment via le Qatar. Et d'ailleurs l'Arabi Béchéri, le doyen, et de manière générale l'IESH assume avoir été financé par le Qatar, je crois jusqu'en 2019. Donc on peut aussi s'imaginer qu'il y a des financements comme ça de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Yémen, enfin des pays où la police des mœurs islamiques sévit, où la place des femmes n'est pas la même qu'en France, et on se dit ces gens-là financent ceux qui s'implantent dans le Morvan au fin fond de la Bourgogne. Oui, et puis je crois que dans cette perquisition qui a été qualifiée de fructueuse par la préfète de la Nièvre, il y a eu une somme d'argent liquide, on parle de 350 000 euros qui a été saisie dans les coffres, et je crois que, d'après ce que j'ai entendu, que tout n'est pas très clair sur la provenance de cet argent. Enfin, j'ai entendu parler d'une quarantaine de milliers d'euros qui a l'air d'être de provenance inconnue, quoi. Donc voilà. Donc il y a encore, à mon avis, quelques pratiques à vérifier. Oui. Et rapidement, parce que vous parliez de Bruno Retailleau tout à l'heure, il a évoqué l'IESH dans ce rapport sur les frères musulmans. Vous lui faites confiance pour agir? Alors bon, moi je suis content qu'il ait jugé utile de déclassifier ce rapport, même si c'est dans une version édulcorée, parce que je lui fais confiance. Je pense que c'est bien qu'il l'ait fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va en faire? Voilà. J'espère que c'est pas pour lui seulement un outil qui lui a permis de prendre la direction des LR, parce qu'en fait c'était quand même un sujet qui touche énormément les Français. On voit bien que voilà, ça a mis la marmite sur le feu. Tout le monde en parle. Il faut surtout pas que ça retombe. Je pense qu'il faut pas que, si vous voulez, quand Bruno Retailleau a écrit cette lettre avec 21 autres personnalités en 2020, voilà, donc une lettre à Emmanuel Macron à l'époque où Darmanin était ministre de l'Intérieur, il demandait déjà sur le site Atlantico la fermeture de l'IESH. On voyait apparaître déjà l'Arabie Bécherie. Il demandait l'interdiction des musulmans de France. C'est-à-dire que l'UOIF venait de changer de nom pour des raisons politiques. L'UOIF devenait les musulmans de France. Voilà. Donc Bruno Retailleau s'est emparé du sujet, mais quand on lit cette lettre, on trouve la même chose que ce qu'on trouve dans le rapport aujourd'hui, 5 ans après. C'est-à-dire qu'on savait déjà tout. Il savait déjà tout. Donc que va-t-il en faire? Moi, je pense qu'il faut qu'il réponde à un espoir énorme des Français. Moi, je crois que vous disiez vous-même, Jordan, que à chaque seconde qui passe, il est déjà minuit et quart, et en fait, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Comment va-t-on régler le problème? Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut le régler. On sait tout est clair. Il faut fermer l'IESH. Oui, voilà. C'est ce que Marion Maréchal et vous-même avez demandé. Bien sûr. J'ai envie de conclure là-dessus. Vous allez continuer à vous battre, Pascal? De toute façon, j'ai pas le choix parce que je suis convoqué au tribunal le 17 juin pour les deux affaires en même temps. C'est on suivra tout ça. Voilà, aussi bien Dupont-Aignan que Marion Maréchal. Donc de toute façon, moi, ils m'ont attrapé par le doigt, le bras. On continue. Et moi, ma vision des choses, c'est que il faut surtout pas baisser la tête. Faut continuer. Et on va faire fermer cet institut, bien sûr. Et vous avez, ça passe aussi par l'écrit, votre combat. Alors j'ai amené le dernier livre que j'ai écrit, que je vais vous offrir. Voilà, je vais vous l'offrir, Dédicace fatale, parce que c'est de l'humour de droite. Voilà, c'est croustillant, c'est un peu l'histoire de la mainmise de la culture par des petits réseaux aussi bien associatifs que politiques que journalistiques. Ça se passe dans la Nièvre. Voilà, et ça parle un tout petit peu de l'IESH. Donc Jordan, je l'offre. C'est gentil, merci, je l'ai reçu avec joie. Merci beaucoup Pascal Le Petit. Merci de vous être levé si tôt parce que je sais que vous vous êtes levé très tôt ce matin. Ouais, donc, mais ça valait vraiment le déplacement. Ça fait très plaisir en tout cas, et puis j'espère vous recevoir et qu'on vous reçoive à nouveau pour peut-être poursuivre et faire le bilan aussi suite au procès qu'il y aura très certainement dans peu de temps. Voilà. Exactement.